Le Panzer II, aussi appelé SDKFZ 121, donc ça veut dire Sonderkraftfahrzeug, donc véhicule spécial. Et donc c'est le Panzer II. Ici on a une version Panzer II, ce qu'on appelle Ausführung C, donc la version numéro C. À savoir que pour les Allemands, la première version c'était la A, puis la B, et ainsi de suite. Et à chaque fois que le modèle évoluait, on changeait de version. Donc là c'est la C, c'est un début de production. Voilà, une production à 75 exemplaires sur les presque 2000 produits au sein de la Wehrmacht. Donc ces chars sont développés dans les années 30, mais ils apparaissent au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà un peu avant, avec notamment la guerre d'Espagne, la guerre civile espagnole au sein de la Légion Condor. Mais ensuite, ils vont arriver forcément dans les troupes allemandes au moment de l'invasion de la Pologne, à partir de début septembre 1939, et puis pour nous, Français, au moment de la campagne de France, qui débute vraiment sur la partie militaire le 10 mai 40, les mois précédents, cette invasion allemande étant la drôle de guerre, où il ne s'est pas passé grand-chose au niveau des combats. Alors, son point fort, et je le montre également, son point fort réside non pas trop dans son équipement, parce que c'est un char qui est quand même assez basique, avec un blindage frontal, ce qui n'est pas très favorable pour le char. Le blindage n'est pas très épais, mais son principal point fort réside sur le côté du char, avec ici un emplacement dans lequel vous trouvez une antenne, chacun des Panzer II étant équipé d'antennes. Vous avez également l'équipage qui est équipé d'interphones, donc qui peut en permanence communiquer en interne de l'équipage. Donc là on a un équipage de 3 hommes et vous avez cette radio qui, contrairement aux Français qui sont très peu équipés de radio, va permettre aux blindés de rester connectés les uns aux autres et en plus de la manœuvre vont permettre de se coordonner et de pouvoir battre leurs ennemis polonais initialement et puis français à partir de 40. Donc un des grands avantages des Allemands, c'est vraiment la présence sur tous les chars de la radio. Alors c'est un petit char parce qu'il fait à peine un peu plus de 7 tonnes, donc c'est pas énorme. On verra après avec le Tigre 2, on a 70 tonnes, 10 fois plus. C'est pas du tout le même engin, c'est vraiment un engin de début de guerre et vous remarquerez que le blindage est complètement vertical. Ça implique que l'épaisseur de blindage qui se retrouve à ce moment-là, quand la munition arrive, elle a une efficacité à 100%. Dès que vous mettez un peu d'inclinaison, la munition va avoir tendance à ricocher dans un premier temps et surtout vous augmentez la distance de blindage. Là on est sur des blindages assez faibles, on est sur 14,5 mm, donc c'est tout petit, c'est 1,5 cm, un peu moins. Et sur la partie frontale, on est sur quelque chose d'un peu plus épais, on est sur 3 mm. Voilà. Quand vous avez un char Tigre, c'est 15 jusqu'à 20 cm. Donc on est sur quelque chose de très faible. Et donc tous les anti-chars français, notamment le Somua et le B1 bis avec le canon 47 mm, percent très aisément les blindés allemands. Alors, ils rentrent sur le champ de bataille dès septembre 1939 lors de l'invasion de la Pologne. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les divisions blindées allemandes sont équipées de plus de 300 blindés. Donc Panzer I, que malheureusement nous n'avons pas de collection, le Panzer II qui représente la majorité de ces divisions, et ensuite le Panzer III que l'on verra tout à l'heure, qui est le plus gros des unités, des chars standards, mais qui ne fait que commencer à arriver dans les unités. Donc là, c'est vraiment la masse des Panzer Division de début de guerre jusqu'en 40, c'est le Panzer II. Donc on va les voir sur toutes les photos, sur tous les films. La propagande après va véhiculer le mythe de la Blitzkrieg et de la guerre éclair. Voilà, donc c'est vraiment un des chars les plus vus sur le champ de bataille à ce moment-là. À partir de 1940, puis le conflit avançant, à partir de Barbarossa et l'invasion de la Russie, là on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe pour eux. Donc la bataille de Hanu se déclenche dans le cadre du plan d'Il-Breda, qui était, sur autorisation du gouvernement belge, l'avancée des meilleures troupes françaises motorisées, mécanisées au sein du territoire belge pour se porter à l'avant des troupes allemandes pour éviter ce qui s'était passé en 1914. En fait, il s'agissait d'un piège pour passer par les Ardennes pour les Allemands, mais la bataille de Hanut,
c'est le plus gros engagement de chars de début de guerre. Vous avez plus de 1000 chars qui vont s'engager donc entre le 14 et le 16 mai 1940. Vous avez 3 divisions légères mécanisées françaises du corps de cavalerie contre la 3e et 4e Panzer. La 3e et 4e Panzer sont majoritairement équipés de ce Panzer II. Au départ, les tankistes allemands vont faire face aux chars français et notamment l'excellent Saumur, et ils ne seront pas à la fête. Le Saumur ayant un blindage supérieur, une artillerie, un canon supérieur, et donc le seul moyen de s'en sortir pour les Allemands est la manœuvre. Les Français ont une mission défensive, se porter à l'avant de l'ennemi pour permettre l'engagement de l'infanterie, alors que les Allemands, eux, vont manœuvrer. Et très vite, les positions vont être contournées, et là vous avez la fameuse coordination avec les moyens radio qui vont jouer à plein, des ordres plus rapides, plus vite exécutés, et donc tout ça va permettre aux Allemands de s'imposer face aux Français. Pour autant, la bataille de Hanu est une victoire tactique française parce qu'elle permet l'engagement des troupes à pied et qui peuvent ainsi prendre position. Voilà. Mais globalement, les pertes en blindés sont supérieures à la bataille de Hanu, côté allemand que côté français. Globalement, on peut même dire que certains blindés français, notamment le Saumur B1 bis, étaient bien meilleurs que leurs homologues allemands. Mais ce qui fait défaut après, c'est la tactique employée, et notamment la radio, et par la suite, et ce qui va se développer tout au long du conflit, c'est la coordination notamment avec l'aviation, avec la Luftwaffe, qui va faire ce trio infernal, soutien artillerie, la Luftwaffe qui intervient avec notamment les Stuka et les blindés au sol. Voilà ce fameux triptyque de la Blitzkrieg, la fameuse guerre éclair.